on a de la misère à contrôler. Ça fait que nos pensées vous accompagnent et aussi nos remerciements pour ceux qui sont engagés dans cette bataille directement sur le terrain. Merci beaucoup. Et maintenant, si vous me permettez, je vais passer à cette soirée d'information dont on en est très fiers dans notre cas de prendre le temps de vous présenter ce qui est réalisé au CHU de Québec Université Laval. C'est de rappeler que ça doit être fait pour le bénéfice des patients, des collectivités, des personnes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va vous présenter ce qui a été réalisé. Donc, outre ma brève introduction, on va laisser M. Beaumont, notre président directeur général, vous présenter de façon assez détaillée, quoique bien ramassée, les grandes activités, les grandes priorités, puis nos fiertés aussi des réalisations du CHU de Québec Université Laval pour la dernière année. Vous voyez peut-être actuellement à l'écran également M. Régis Robin. On sait que pour nous, c'est important l'écoute des patients, des patientes, l'écoute de nos gens. Ça fait que M. Robin va vous présenter le rapport sur les plaintes et ce qu'on a fait aussi avec les différentes plaintes, ou je dirais les différentes suggestions pour améliorer notre qualité de service dans notre quotidien. Et par la suite, comme je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir le Dr Guy Boivin, qui est microbiologiste et infectiologue, et le Dr Alexis Turgeon, médecin spécialiste en soins intensifs, qui vont nous parler de la situation de la COVID-19 pendant sûrement une bonne demi-heure et un peu plus également. Je pense que ça va être sûrement très, très intéressant. Je poursuis, si vous me permettez, avec une petite mise à jour sur la gouvernance du CHU de Québec. Comme dans toute grande organisation, une gouvernance, c'est à quelque part une organisation qui gouverne, qui s'assure qu'on garde le cap sur les grandes priorités, sur la mission du CHU. Vous avez des hommes et des femmes, vous en avez 20, vous les voyez, j'imagine à l'écran, on va vous les présenter. 20 personnes qui bénévolement s'impliquent, sont engagées pour depuis plusieurs années au conseil d'administration du CHU de Québec, puis comme je l'ai mentionné, pour s'assurer qu'on garde le cap, puis le cap, c'est toujours, en fait, nos priorités, c'est d'améliorer sans cesse, en fait, la qualité des soins actuels et aussi la santé de demain également. Et sur la CETAT suivante, juste vous donner un petit aperçu rapide de leur implication. Vous voyez à l'écran quelques statistiques où je ne lirai pas parce que vous êtes capable de les voir en même temps que moi, des séances régulières du conseil, les séances de travail, les nombreuses résolutions adoptées. Donc, toutes les fois, les gens ont discuté, ont étudié un dossier, il y a eu des allers-retours pour prendre des positions, des résolutions adoptées, c'est nombreux. Et on a quand même une reconnaissance importante d'Agrément Canada au niveau de la gouvernance. Je pense qu'on a une norme exemplaire au niveau de la gouvernance au CHU de Québec, Université Laval. On en est très fiers, ce qui ne veut pas dire qu'on prend tout pour acquis. Je pense que chaque fois, chaque année, on essaie de s'améliorer, mais surtout, je pense que la gouvernance, je l'ai mentionné tantôt, en sorte de garder le cap sur ce qui est prioritaire pour nous, c'est la qualité des soins, puis les soins en général, comme l'accès et le reste. J'irai sur la CETAT suivante. Vous avez une petite statistique, puis ça exclut bien sûr toute la préparation, les études de dossier, les allers-retours des fois entre les membres du conseil pour avoir les opinions des autres, outre les rencontres formelles qui donnent un nombre d'heures de bénévolat au total de nos gens. Donc, merci, sincère. Merci, puis je l'ai dit des fois en séance plus privée, mais je le dis en séance publique, à tous les dirigeantes pour leur implication qui viennent d'un collège ou encore qui viennent de l'externe du monde de la santé ou du monde universitaire. Ce sont des gens qui s'impliquent, qui ajoutent à leur journée, à leur quotidien. Donc, un merci sincère et pour votre engagement aussi de je dirais, vos prises de position, vos opinions, vos remarques qui fait en sorte que le CHU de Québec est toujours une organisation qui, je le prétends, est bien orientée, bien dirigée. Maintenant, sur la CETAT suivante, un petit coup de cœur, si vous me permettez. J'ai quelques éléments que j'apprécie beaucoup. Je suis il y en a plusieurs, puis je sais que tout à l'heure, notre président, directeur général, M. Beaumont, va vous donner un peu plus de détails, mais il y a quand même des grandes priorités qui sont importantes chez nous que je voulais vous faire ressortir rapidement. Une qui semble être banale, c'est la qualité de l'eau au travail dans un contexte, bien sûr, de pénurie de main-d'œuvre et d'une demande toujours grandissante, comme vous le savez, de l'accès aux soins, peut-être à cause de la démographie également.
nous devons redoubler d'efforts pour recruter, garder notre monde chez nous. C'est dans ce contexte qu'on a mis un grand projet en place qu'on appelle en mode solution, où on implique davantage le personnel, les employés dans des idées pour justement faire en sorte que notre personnel est toujours engagé et qui a le goût de rester au CHU du Québec, Université Laval. Donc, c'est donner la parole aux équipes, finalement, sur le terrain pour tenter de trouver les meilleures solutions novatrices, bien sûr en collaboration avec les équipes de gestion pour améliorer la qualité au travail, comme je l'ai mentionné, qui était prioritaire pour nous. Déjà, d'ailleurs, plusieurs rencontres ont eu lieu, puis plusieurs suggestions ont déjà été mises en place qui viennent je dirais, des équipes partagées, que ce soit les gestionnaires ou les gens qui travaillent directement sur le terrain. Puis je vais donner un exemple, c'est l'achat de 1000 nouveaux petits équipements de soins effectués selon les besoins exprimés par les employés, le rehaussement aussi volontaire de postes de temps partiel à temps plein pour les infirmières, assistantes infirmières-chefs, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, et finalement la mise en place d'un réseau d'accueil des collèges depuis le mois de mars. Donc, on en est très, très fiers de ce programme qui fait en sorte qu'on a pas la prétention, mais on a l'impression qu'on implique un peu, et puis davantage, c'est-à-dire le personnel dans la recherche de solutions qui va les chercher, qui les implique, qui les engage. Je me permets un autre élément que je voudrais souligner, c'est que nous avons aussi un grand chantier aussi. Et je parle ici, bien sûr, pas du nouvel hospitalier du NCH, mais davantage du chantier accès, en fait. Le chantier accès, nous visons à transformer l'accès aux soins de nos patients en harmonisant nos pratiques et en centralisant la gestion de la prise de rendez-vous. Il s'agit d'un travail colossal, comme vous le savez, puis ça nous a permis de placer dans une même approche, un même processus, 5 6 puis recevoir les demandes juste à un seul endroit, une consultation à un seul endroit. Donc, c'est vraiment un avancé en termes, je dirais, d'accès puis de prise de rendez-vous. Finalement, je n'oublie pas le module d'amélioration continue qui contribue au développement de la philosophie de la gestion lean au sein de l'établissement, qui pour nous est en place depuis de nombreuses années. Et bien sûr, je voudrais revenir, je l'ai dit rapidement tantôt, c'est le chantier de la construction du NCH, le nouveau centre hospitalier. C'est une grande fierté du CHU qui va nous permettre de regrouper sur un même toit toutes les activités cliniques de recherche et d'enseignement de l'Hôtel-Dieu combinées à ceux de l'Enfant Jésus. Et je n'oublie pas, bien sûr, le centre de recherche, notre centre de recherche qui s'est démarqué et a conservé une position très enviable des plus grands centres de recherche médicale francophones de l'Amérique du Nord. Donc, nous en sommes très, très fiers. Le temps que nous avons ce soir, bien sûr, est trop court pour faire un recensement complet de la dernière année au CHU, mais j'espère avoir piqué un peu votre curiosité. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite bien sûr à écouter notre président directeur général dans quelques minutes parce qu'il va revenir sur des éléments un peu plus concrets de ce que je vous ai parlé et aussi à consulter notre rapport annuel qui se trouve d'ailleurs sur le site du CHU de Québec Université Laval qui est facile d'accès. C'était ma courte introduction. Maintenant, j'irai à une partie crunch de notre présentation de ce soir. On l'a intitulé 365 jours en 600 secondes. Je ne sais pas si notre président directeur général va y parvenir, mais je sais qu'il a travaillé une présentation succincte que j'ai eu la chance de voir. Je pense qu'il va sûrement être très intéressante pour tous et toutes. Fait que, M. Beaumont, je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Bédard, pour l'introduction. Je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté de participer à cette rencontre ce soir et je tiens aussi, M. le Président, comme membre de conseil d'administration, pour vous remercier également de votre leadership et de cette présidence exceptionnelle. On oublie souvent de vous parler beaucoup en général, mais un système de gouvernance, c'est en premier lieu supporté par un président mobilisé, engagé et bien sûr, vous faites partie de toutes ces heures de bénévolat-là qui s'ajoutent au début ou à la fin de vos journées. Donc, en ce qui me concerne, vous êtes vraiment un modèle de rôle et votre implication est vraiment exemplaire. Donc, merci à vous et merci à tous les administrateurs également qui nous tirent vers le haut là, à tous les jours. Donc, on va aller à la prochaine acétate pour vous rappeler les 4 grandes priorités du CHU pour l'année 2019-2020. C'est important de se rappeler que ces priorités-là sont toujours bien ancrées
dans un noyau central qui sont les valeurs du CHU de Québec Université Laval et ses 4 grandes missions. Et la grande mission du CHU, là, qui est comme une chaise à 4 pattes. Donc, sur la mission, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais les priorités du CHU pour 2019-2020 étaient vraiment la qualité de vie au travail, l'amélioration de l'accès aux soins, de s'assurer d'appliquer au quotidien les meilleures pratiques et tout ce qui touchait le NCH, mais principalement 2 volets, le Centre intégré de cancérologie et également, on avait aussi tout ce qui touchait la plateforme clinico-logistique. Donc, on va aller à la prochaine. Dans la prochaine à cette étape, c'est important de toujours se rappeler c'est quoi notre destination finale au CHU de Québec et qu'est-ce qui motive la raison de venir travailler chez nous et qu'est-ce qui motive tous nos cliniciens à travailler vers une destination commune. Et c'est clair que nous, on a l'ambition de devenir un chef de file, de devenir une référence internationale pour tout ce qu'on fait, pour nos pratiques cliniques, nos pratiques académiques, nos pratiques de gestion. Et ça vise en bout de piste à adopter des comportements où est-ce qu'on est toujours en amélioration continue, donc s'améliorer sans cesse et toujours se rappeler pour qui on le fait et pourquoi on le fait. Et ça, on le fait pour améliorer la santé et le mieux-être des personnes. Et quand on parle améliorer la santé et le mieux-être des personnes, c'est également celle de nos employés. Je vous rappelle également notre budget annuel de fonctionnement, donc un budget d'1,2 milliard, mais cette façon-là de l'illustrer est pour vous montrer que dans 80 des cas de la répartition budgétaire, le budget est dédié à des soins directs. Donc, au niveau du soutien aux services cliniques et administratifs, ça représente 14. Et si je sépare le soutien clinique du soutien administratif, le soutien administratif est aux alentours de 3,5. Donc, vraiment, au CHU de Québec, on est extrêmement fiers de s'assurer que la grande majorité du budget soit dédiée à des activités cliniques et de support et de services directs à la population. Pour la dernière année, 2019-2020, comme je mentionnais tantôt, nous avons eu des revenus de 1,2 milliard. Nous avons eu des dépenses en salaire de 805 millions, des dépenses des autres charges dans un paquet d'autres, des fournitures, des médicaments, des appareils de base, de l'électricité, du chauffage, donc aux alentours de 395 millions. Et nous avons présenté un déficit budgétaire au ministère de la Santé et des Services sociaux de 17,8 millions. Donc, en somme, depuis à l'intérieur de la constitution comptable du CHU de Québec, nous présentons au 31 mars 2020 un déficit accumulé au niveau de la gestion des opérations de notre fonds d'opération de 83 millions. Et ça représente tout près de 21 millions d'heures travaillées qui ont été vraiment investies au niveau des soins à la population. Je parlais de la mission du CHU, qui est une mission à 4 pattes. Donc, vraiment, c'est une mission de soins, une mission d'enseignement, une mission de recherche et d'évaluation. Et je vais vous faire un petit topo de chacune d'entre elles dans les prochaines minutes. Donc, au niveau de la mission de soins, vous voyez quand même que malgré que les dernières périodes ont été grandement affectées par la pandémie, on a réussi quand même à continuer à offrir des services accessibles au niveau de nos urgences avec tout près de 236 000 visites, 60 000 chirurgies, donc 58 926, tout près du nombre de l'année passée. Les greffes de moelle ont été en augmentation et ça, c'est un service offert à toute l'Est de la province de Québec. On a réalisé le même nombre d'implants cochléaires pour l'ensemble des personnes qui en ont besoin dans la province de Québec. On garde le cap sur les accouchements. Il y a des variations d'une dizaine de bébés par année, mais on demeure quand même une des plus grosses maternités du Canada. Au niveau des services ambulatoires, vous êtes à même de constater qu'on a maintenu, malgré la COVID, un niveau de consultation externe qui est au-dessus d'1 demi-million de consultations annuellement. Les traitements d'hémodialyse comme centre
serveurs sont en augmentation. On a réalisé tout près de 78 000 traitements dans la dernière année. La mise en traitement au niveau de l'oncologie, de la radio-oncologie, est aux alentours de 3 300 avec une légère diminution considérant l'ouverture du centre de cancérologie au niveau de la Rive-Sud. Donc, c'est seulement une diminution en fonction de la distribution de clientèle. Et les traitements en hémato-oncologie ont vu également un accroissement important. C'est important de se rappeler aussi qu'au CHU de Québec, à chaque année, c'est tout près de 3 400 000 prescriptions médicales ou ordonnances de médicaments qui sont réalisées dans le CHU de Québec. Donc, on a vraiment là, une équipe de pharmaciens extraordinaire et un circuit du médicament là, qui est vraiment, qui doit être une Ferrari là, pour réussir à supporter toutes nos activités cliniques. Au niveau maintenant de l'enseignement, vous voyez que la portion d'enseignement universitaire demeure la portion la plus grande, et ça, c'est au niveau de tous les stages, au niveau des soins infirmiers, orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, kinésiologues, psychologues, travailleurs sociaux. Donc, vraiment, là, notre partenaire privilégié dans ce domaine-là demeure l'Université de Montréal, l'Université Laval, excusez-moi. Donc, ça, c'est un ancien réflexe, là. Donc, Université Laval. Et vous voyez qu'à tous les jours, c'est tout près de 900 étudiants à temps plein qui sont dans les murs du CHU de Québec, Université Laval. Pour ce qui est de la recherche maintenant, vous voyez que c'est important de se rappeler que lors de notre dernière accréditation ou inspection du FRQS, nous avions obtenu la cote exceptionnelle. C'est tout près de 3 000 personnes là, qui œuvrent dans notre centre de recherche, et c'est un centre de recherche vraiment qui dépasse les objectifs à chaque année. L'année passée, c'était tout près de 110 millions de revenus de financement, et cette année, le centre de recherche a atteint 113 millions de financement, et on réussit à réaliser tout près de 1200 publications dans des revues, dans des textbooks, dans des livres. Donc, c'est vraiment une production de recherche vraiment exceptionnelle. Au niveau de l'évaluation, qui est la quatrième patte de notre chaise, c'est une unité extrêmement active, une unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention. C'est une unité qui nous permet de prendre des décisions le plus éclairées possible en fonction des données probantes. C'est une source d'evidence base qui est absolument extraordinaire, qui a déjà produit depuis 2006 plus de 148 évaluations. Et dans le contexte de la COVID, c'est important de le mentionner, c'est que notre UITMIS a été largement sollicité, et ça, c'est un gage de respect à l'égard de la grande crédibilité de nos travailleurs qui y œuvrent. Donc, ils ont émis des recommandations autant pour l'INES que l'INSPQ que pour le ministère pour s'assurer de prendre les bonnes décisions en contexte de pandémie. Ils pilotent des grands projets de transfert de connaissances avec le RUIS de l'Université Laval. C'est un milieu de stage en évaluation hors pair pour les futurs directeurs de santé publique de la province, et ils assument également une co-responsabilité sur des évaluations de projets d'envergure comme celui qui est à l'écran au niveau des IRM dans la trajectoire de diagnostic du cancer de la prostate. Au niveau, et tout ça, là, ça prend du monde. Donc, ça prend notre force motrice, c'est les employés du CHU de Québec, Université Laval. Donc, c'est tout près de 16 500 intervenants qui sont engagés à tous les jours à l'amélioration de la santé et du mieux-être des personnes, et qui veulent s'améliorer sans cesse pour la population. Donc, ils ont sans aucun doute tout mon respect, surtout dans le contexte de la COVID actuelle, là. Nous avons vraiment des travailleurs chevronnés qui font un travail absolument exceptionnel. Maintenant, un petit mot sur le projet du NCH. Je vous rappelle que c'est un projet
qui gravitent aux alentours des 2 milliards de dollars. Donc, actuellement, tout ce qui touche la plateforme clinico-logistique, c'est livré et on est en train de l'activer. Donc, 3 modules, le module pharmacie, le module alimentation, le module approvisionnement. Donc, l'activation, c'est la préparation des locaux pour être capable d'offrir les services, mais tout ce qui touche la construction est terminé. L'hôtellerie ici, ça a été acquis et les travaux de rénovation sont en cours pour accueillir la clientèle de partout dans l'Est du Québec pour recevoir des traitements dans notre centre intégré de cancérologie. Le centre intégré de cancérologie est également actuellement en activation au niveau des équipements. La centrale d'énergie, c'est livré. Et le centre de recherche, quand vous passez là, en avant d'Henri Bourassa, vous voyez, on a atteint là, les étages maximum et on est même en train de commencer là, à fermer l'habitacle. Donc, et on est en train actuellement de creuser les fondations du bâtiment des soins critiques et on est en train de planifier actuellement la rénovation de HEJ existants à l'extrême droite là, de votre écran. Donc, les travaux vont bon train. Ça a été impacté par la COVID-19. On est en train actuellement d'étudier les impacts financiers, mais il est clair pour nous que le projet va bien en matière de livraison, mais on a quand même là, des enjeux en fonction des nouvelles normes, des nouveaux équipements, des nouvelles programmations, de la surcharge du marché également et de la COVID qui va demander sûrement un ajout de fonds là, de nos collègues du Plan québécois d'investissement. Ceci dit, pour ce qui est de nos enjeux pour la prochaine année, je l'ai mis en premier, et notre président en a fait allusion, c'est tout l'enjeu de la main-d'œuvre. Les ressources sont rares, les ressources au CHU de Québec sont ultra qualifiées, donc il faut les retenir, il faut améliorer notre capacité de rétention, mais il faut quand même demeurer extrêmement agressif dans nos recrutements. Et c'est pour ça qu'actuellement, on fait des recrutements quand même importants au niveau international. Consolider le financement du CHU. Donc, tantôt, je vous ai présenté quand même un budget en déficit et un déficit quand même accumulé depuis plusieurs années. C'est tout près de 120 millions de coupures au budget structurel du CHU qui a été fait au cours des 10 dernières années. Et sans aucun doute, on continue à se battre pour réussir à équilibrer ce déficit structurel-là qui met beaucoup de pression sur le CHU de Québec. Donc, on travaille en collaboration avec le ministère pour réussir à diminuer ces écarts-là. Et je vous dirais qu'on est un CHU extrêmement performant, le plus performant de la province de Québec, et on a vraiment une carte de visite qui est très importante quand on se présente pour consolider notre financement. Bien sûr, l'échéancier du NCH est un enjeu pour la prochaine année. Continuer à lutter contre la COVID-19 en même temps que tous ces projets-là doivent se poursuivre et continuer à offrir un meilleur accès à la population, notamment au niveau de la performance de nos urgences, continuer à améliorer l'accès à la chirurgie tout en luttant contre la COVID-19. Donc, il faut améliorer ce qu'on appelle notre ambidexterie là, à faire de l'anormalité de la COVID, de la normalité pour continuer à offrir des services accessibles à toute notre collectivité. Donc, Monsieur le Président, ça ferait le tour pour moi, je pense, et je passerai, si vous êtes d'accord, la parole à mon collègue, Monsieur Robin Bégin. Merci, M. Beaumont. Je vais laisser M. Bégin présenter le rapport sur les plaintes et aussi les suivis. Mais juste avant de rappeler, parce que je ne l'ai pas dit en entrée de jeu, mais ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Ça fait que si les gens avaient des questions sur les chiffres qu'on vous a présentés, utilisez le chat. On a quelqu'un qui s'occupe de recevoir vos questions et on va les transférer aux personnes concernées pour pouvoir y répondre directement si possible. Ça fait que sans plus de préambule, M. Bégin, on vous a déjà présenté. On vous laisse la parole pour la présentation de votre rapport. Je pense que vous avez une présentation écran également. Oui. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais vous présenter l'accès au régime d'examen des plaintes, évidemment les grandes lignes du rapport annuel et les droits en tant qu'usager.
La première diapositive nous présente en fait comment porter plainte. Bien, vous pouvez toujours le faire par écrit, verbalement ou en personne. Il y a un seul numéro qui est le 418-525-5312 à ne pas oublier. Vous pouvez le faire aussi par courriel ou via le site Web. Évidemment, que ce soit une plainte générale qui est en lien avec les soins et les services qui est traitée par le commissaire ou une plainte médicale qui vise un médecin traité par le médecin examinateur, il y a toujours un délai de 45 jours dans le traitement des plaintes. Ça, c'est la loi, finalement, qui nous exige de faire un traitement dans un délai prescrit. On a le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la capitale nationale qui a un rôle d'assistance dans la démarche de plainte. En fait, qui peut vous aider à formuler votre plainte, à la mettre par écrit, parce que dans certaines situations, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, donc ça demande un certain support. Et eux, c'est un organisme communautaire qui vise finalement à pouvoir vous assister, vous accompagner dans le processus de plainte. Le deuxième élément ici, le comité des usagers, qui a comme rôle de défendre, de protéger et de faire respecter les droits des usagers. Eux aussi ont cette possibilité-là de pouvoir vous aider, vous accompagner finalement dans le processus de traitement du dossier d'une plainte, ou en tout cas vous aider à pouvoir accéder au bureau du commissaire. Si on poursuit, évidemment, la répartition, en fait, là, la prochaine diapositive va vous présenter la répartition des dossiers ouverts pour l'exercice 2019-2020. En fait, on a 1469 dossiers qui ont été ouverts en 2019-2020, 545 plaintes, dont 432 plaintes générales, donc qui sont en lien avec les soins et les services, et 113 plaintes médicales qui visaient un médecin spécifiquement. On a 289 assistances, donc c'est de l'aide qui a été apportée aux usagers. 531 dossiers d'intervention qui ont été ouverts. Dans le fond, c'est d'une plainte, mais qui est plus spécifiquement transmis via un tiers, c'est-à-dire un proche, un ami, un membre de la famille, pour déposer une plainte au nom d'un usager. Et finalement, 99 consultations qui est en lien avec une demande qui est faite par un professionnel du réseau de la santé. La prochaine diapositive parle de la répartition des plaintes et des mesures pour l'année 2019-2020. En ce qui concerne la répartition des motifs de plainte, on a 26 en lien avec les plaintes générales, donc qui sont adressées au commissaire, 26 qui concernent les relations interpersonnelles, 24 qui concernent les aspects financiers et 23 qui concernent les soins et les services qui ont été dispensés. Pour ce qui est des plaintes médicales, 50 concernaient les soins et les services dispensés, 29 concernaient les relations interpersonnelles et 13 concernaient les droits particuliers. 45 des dossiers sont sans mesure. Dans le fond, c'est que l'explication sur les soins et services qui ont été offerts ont permis finalement la conciliation dans ces dossiers-là. On doit ajouter par contre que 55 des dossiers ont eu des mesures, dont plus spécifiquement 24 recommandations médicales et 105 recommandations générales. À titre d'exemple, on peut parler d'ajustement de la facturation dans les frais de chambre. On parle d'amélioration d'accès, que ce soit des accès téléphoniques, accès au rendez-vous, ou de modification de l'approche clinique de la part des cliniciens. Pour terminer, le droit de recours aux plaintes générales, en cas de désaccord avec la conclusion de l'usager a le droit d'un deuxième recours, en fait, dans le cas d'une plainte qui est traitée par le commissaire, par le protecteur du citoyen. Donc, on peut faire affaire avec le protecteur du citoyen lorsqu'on a reçu la conclusion et on n'est pas satisfait du traitement du dossier. Et la même chose se prépare aussi pour les plaintes médicales, c'est-à-dire que si la plainte qui a été traitée par le médecin examinateur lors de la conclusion, vous n'êtes pas satisfait de ces conclusions, il y a toujours le comité de révision de l'établissement qui peut vous entendre en deuxième instance. En conclusion, le régime d'examen des plaintes est un processus qui permet à l'usager qui se sent lésé de formuler une plainte. Le rôle du commissaire est de s'assurer de faire respecter les droits des usagers. Il contribue à l'amélioration de la qualité des soins et des services. Toute l'organisation est mise à contribution pour permettre que l'expérience patient soit à la hauteur de ses attentes. Voilà. Merci.
Merci, on m'entend. Merci beaucoup, M. Bégin, pour votre présentation. Et comme vous l'avez mentionné, puis je tiens juste à la rappeler que pour nous, au CHU de Québec, Université Laval, les plaintes, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une façon, vous l'avez dit à plusieurs reprises, d'amélioration continue. C'est pour ça qu'il y a souvent des suivis et aussi des mesures suite à des plaintes qui ont été mises en place, qui fait en sorte que, on espère, ça va faire en sorte que notre qualité de service continue à s'améliorer, mais surtout s'actualise aussi parce que les choses changent dans le temps. On est dans une période, maintenant, je me permettrai une période de questions. On avait une première question, je ne sais pas si je vois encore le chat, là. Je vois que M. Beaumont est revenu, M. Bégin va rester en ligne. On va peut-être prendre les questions si je les vois. Mme Ouellet, je ne vois plus les questions, mais... Oui, je la vois, moi, M. Bédard. Là, la question, OK. c'est est-ce que le NCH est toujours prévu d'ouvrir en 2025? Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'ouverture du NCH là, est toujours en crescendo, hein. Ça veut dire qu'on a plusieurs composantes. Donc, quand la composante de la centrale électrique est faite, on l'ouvre. Quand le CIC est prêt, on l'ouvre. Quand le centre de recherche est prêt, on l'ouvre. Donc, pour ce qui est de la portion là, soins critiques et HEJ existants, c'est clair qu'actuellement, là, avec les retards qu'on a pris dans les protocoles de transfert, on est en train de réviser les échéanciers pour la portion du soin critique et l'ampleur des travaux aussi qui doivent être réalisés à l'intérieur d'HEJ existants, considérant l'importance de la mise aux normes de certaines choses là, qui ont changé en cours de route. Là, je parle du parasismique, la qualité de la ventilation, tout ce qui touche l'électromécanique, les mécaniques de ventilation, etc., les sorties d'urgence. Donc, on envisage probablement un léger décalage, un décalage là, pour, je dirais, un petit peu plus que léger, là, et ça devrait graviter pas mal plus aux alentours de 2026 là, pour que tout le monde soit réuni sur le même site. Mais sachez qu'actuellement, suite aussi à la fermeture du chantier au mois de mars, tous ces échéanciers-là sont en train d'être revisés, considérant que c'est tout un effet domino et on travaille ça là, avec la SQI. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne sera pas en fonction de 2025, qui était déjà un échéancier là, extrêmement agressif à l'époque. Le chantier devait travailler jour, soir, nuit. On n'a jamais été capable, à cause de la surchauffe du marché des années précédentes, d'embaucher un chiffre de soir ou un chiffre de nuit. Donc ceci dit, là, ça demeure quand même problématique pour 2025. Mais on a vraiment des bons espoirs pour 2026. Merci, M. Beaumont. D'ailleurs, la personne qui a posé la question, qui est sûrement d'intérêt général, là, vous dit merci pour la réponse qui est très, très claire. Là. Ben, je pense qu'il y a un échéancier quand même très soutenu qui est en place, qui est suivi. On n'a pas d'autres questions sur le chat à ce moment-ci. Ça va pour tout le monde, sinon j'attends encore juste quelques secondes. Je me permettrai donc, je n'ai pas d'autres questions. Un gros merci, M. Beaumont, à vous et à toutes vos équipes hein, dans l'opération chaque jour. Ce n'est pas toujours évident. Je sais que ça roule. Des fois, on se parle les fins de semaine, le soir. Vous êtes souvent réquisitionné à plusieurs heures dans une semaine. Monsieur Bégin, merci pour votre présentation. Vous suivez aussi le dossier avec toute votre équipe également. J'irai maintenant sur nos conférenciers on a invités ce soir. Un gros merci, Dr. Boivin, qui est microbiologiste, je l'aurais dit, infectiologue, qui a accepté de venir parler un peu de la COVID. On aura par la suite le Dr. Alexis Turgeon, qui est médecin spécialiste en soins intensifs, qui va aussi venir nous parler sur un autre angle de la COVID-19. Docteur Boivin, je vous ai vu quelques minutes à l'écran, là, je vous ai perdu. Est-ce que vous êtes toujours là? Votre micro est éteint en passant. Non, je pense que vous m'entendez bien. Ah, là, ça va, je viens de... Oh, Docteur Boivin, c'est-à-dire. oui. Là, je vous vois très bien. Parfait. Moi, je vous entends très bien aussi. Monsieur Beaumont, ça va si je fais un test avec quelqu'un d'autre? Excellent. Oui. Je vous laisse aller. Je pense que vous avez une présentation aussi à partager. Hein? Oui, je vais aller chercher la présentation. Ça ne Parfait. devrait pas prendre Parfait. longtemps. Je vous laisse aller. On vous écoute avec grand plaisir.
Est-ce que vous voyez bien la présentation? Très bien, on est en mode travail. Je ne sais pas si vous voulez le mettre plein écran, sinon pour moi, ça va être là. Parfait. Là, ça va toujours? C'est excellent. Parfait. Donc, je vous remercie. Merci, M. Bédard, M. Beaumont, de donner l'opportunité de présenter sur la COVID-19 ce soir. Alors, ma présentation va comporter 2 parties. La première partie, je vais réviser certains aspects de base de la COVID-19. Et dans un deuxième temps, on va s'attarder à certains, je dis bien certains parce que je n'ai pas le temps de tous les revoir, certains des projets de recherche des chercheurs du CHU de Québec en rapport avec la COVID-19, bien entendu. Donc, c'est toujours bon de revoir un peu l'historique de la COVID-19, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on est dans la pandémie. Ça va faire 1 an qu'on parle bientôt de ce virus-là qui a été initialement détecté dans la ville de Wuhan, en Chine, à la mi-décembre 2019. On avait rapporté des cas de pneumonie d'origine inconnue à ce moment-là. Le 31 décembre, l'OMS est averti de cette éclosion-là. On a supposément fermé le marché de Wuhan, d'où originait l'éclosion. Et en quelques jours, soit environ 1 semaine, on a identifié le virus, un nouveau coronavirus. Les séquences ont été obtenues, c'est partagé avec l'OMS, la séquence du virus le 12 janvier. Et le 30 janvier, l'OMS déclarait l'urgence sanitaire au niveau international. Le premier cas à Québec, c'est bon de s'en rappeler, 26 février dernier, un voyageur de retour d'Iran dans la région de Québec. L'urgence sanitaire a été déclarée au Québec, vous vous en souvenez probablement, le 16 mars avec le confinement qui s'ensuit. Et le 18 mars, malheureusement, le premier décès à Québec. Et je ne voudrais pas passer sous silence, je reviendrai un petit peu au cours de la présentation de l'ouverture de notre laboratoire de niveau de confinement 3 en plein milieu de la première vague de la pandémie, le 16 avril. Un laboratoire sur lequel on travaillait depuis 5 ans pour finalement ouvert un bon moment pour que nos chercheurs puissent en profiter et faire des travaux de recherche sur la COVID-19. Donc, juste pour vous rappeler qu'en date d'hier, il y avait plus de 59 millions de cas rapportés à l'échelle internationale et plus de 1,4 million de décès. C'est certainement des chiffres, malheureusement, qui sont sous-estimés. Si on regarde un petit peu les coronavirus, c'est une famille qui comporte plusieurs membres. J'ai séparé ces membres de cette famille-là. Soit dit en passant, vous voyez ici des coronavirus en microscopie électronique. Vous voyez ici les petites spicules à la surface du virus. Ça ressemble à une couronne, d'où le nom de coronavirus. Donc, il y a des coronavirus que je rentre dans la catégorie des virus saisonniers, c'est-à-dire qui reviennent année après année en période hivernale, printanière, avec d'autres virus dits respiratoires comme le virus de la grippe. Il y en a 4 qui ont été identifiés, 2 dans les années 60, 2 dans les années 2000. Et c'est associé à des cas de rhume, la plupart du temps, dans des infections relativement banales en général. Et à l'opposé, on a 3 autres coronavirus qui ont été associés à des épidémies ou des pandémies avec des personnes qui présentaient des pneumonies qui pouvaient être très sévères, amenant le décès et amenant par insuffisance respiratoire. Alors, il y a le SRAS en 2002-2003, je vous rappelle, qui a affecté à peu près 8000 personnes à l'échelle de la planète, avec 800 décès, donc un taux de décès de 10 %. Et depuis 2003, on ne retrouve plus le SRAS, ce virus-là, dans la population humaine. Un deuxième coronavirus d'importance qu'on appelle MERS, c'est pour Middle East Respiratory Syndrome, découvert 10 ans après le SRAS en 2012, associé à des cas de pneumonie sévère, toujours actif et avec un taux de mortalité de 30 % et plus, de façon heureusement, si je puis dire, il n'y a pas de transmission interhumaine, d'humain à humain, efficace pour ce virus-là. Donc, pour l'instant, il y a moins de problèmes associés à un tel virus. Et finalement, on a le virus qu'on a baptisé SRAS coronavirus 2, par opposition au SRAS coronavirus 1 qui est responsable du SRAS. Aussi, le virus qui est à l'origine de la maladie qu'on appelle la COVID-19. Quelques particularités de ce virus-là, le SRAS coronavirus 2. Il y a 2 grandes variantes de ce virus-là qui circulent. Une qui se transmet un peu mieux que l'autre, mais pas d'évidence qu'il y a une qui est plus agressive que l'autre. La période d'incubation, qui est la période entre
le moment où vous avez été en contact avec un cas infecté et le moment où vous développez des symptômes est en moyenne de 5 jours. C'est un virus qui se transmet très bien de humain à humain, contrairement aux 2 premiers que j'ai mentionnés tantôt. La variable R qui établit le taux de transmission, elle est de 2,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque individu infecté va en infecter en moyenne 2,5 autres. Je vous rappelle, juste à titre comparatif, que le virus de la grippe saisonnière, le virus influenza, le R est de 1,5. Donc, on a affaire à un virus qui se transmet aussi bien, sinon mieux, que le virus de la grippe. Et pour compliquer le tout, il y a environ 20 à 30 des gens qui vont être infectés par ce virus-là et ils vont être totalement asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présenteront pas de symptômes, pas de fièvre, pas de mal de gorge, pas de toux, pas de diarrhée et peuvent par contre transmettre le virus à des cas contacts, ce qui complique le retraçage des contacts à la santé publique. La contagiosité, vous êtes contagieux un peu quelques jours avant le début des symptômes, quand il y a des symptômes, bien entendu, jusqu'à peu près 10 à 14 jours après le début des symptômes. Et le pourcentage de décès varie grandement selon l'âge. Vous voyez que les enfants sont relativement épargnés par cette infection-là. Très peu vont en décéder, c'est excessivement rare. Et ça passé l'âge de 50, surtout 60 ans, où que là, la courbe de mortalité augmente de façon exponentielle et malheureusement, les gens âgés de plus de 80 ans ont des taux de décès de 8 et même plus 10-12 dans certaines études. C'est une diapo qui est compliquée, je m'en excuse, mais c'est juste pour me rappeler, pour vous rappeler que donc sur 100 personnes qui vont avoir la COVID-19, 30 vont être à peu près 30 vont être des porteurs asymptomatiques, 55 vont avoir des symptômes légers qui ne nécessiteront pas une hospitalisation. 10 vont avoir des symptômes sévères qui vont nécessiter une hospitalisation à l'hôpital et 5 vont avoir une infection qu'on dit critique qui va nécessiter une admission aux soins intensifs et souvent de la ventilation mécanique. Alors là, vous avez différentes courbes. En bleu, vous avez une courbe qui représente l'excrétion du virus telle que mesurée par la culture. Quand on a une culture positive, ça veut dire qu'on a un virus qui est infectieux, qu'on peut transmettre le virus à un autre individu. Donc, par rapport au début des symptômes, ça dure en général 10 à 14 jours. En vert, vous avez la courbe de positivité quand on la mesure par le test PCR, qui est le test qu'on fait pour faire le diagnostic, qui est le plus sensible, mais on voit qu'il reste positif très longtemps pour des périodes de plusieurs semaines à plusieurs mois après le début des symptômes. Et donc, ça ne représente pas nécessairement un virus qui est infectieux quand on est rendu à ce stade-ci. Et vous avez les courbes en rouge qui montrent, c'est la détection des anticorps. Les anticorps apparaissent après 7 à 10 jours après le début des symptômes et ils vont monter et vont persister pour une durée de temps qui est inconnue pour l'instant. On n'a pas un recul si long que ça. Donc, on ne sait pas si ça va durer combien de temps. Mais pour les autres coronavirus que j'ai présentés tantôt, que j'ai appelés saisonniers, on sait que les anticorps vont persister pour une période relativement courte, malheureusement, de 6 à 12 mois. Et on peut donc être réinfecté plusieurs fois par ces coronavirus dits saisonniers. Ça reste à voir. Il y a eu quelques cas de rapportés de réinfection par le virus de la COVID-19. Au niveau du diagnostic, je vous rappelle, le test de prédilection de choix, c'est l'écouvillon nasopharyngé. Donc, on rentre un écouvillon par la narine, on va jusqu'à dans le nasopharynx, on collecte le spécimen. Par la suite, on fait un test moléculaire PCR qui est fait dans les laboratoires de diagnostic ici au CHU de Québec. On regarde de plus en plus des alternatives dont certaines s'avèrent intéressantes. Au lieu de ce test-là qui est relativement invasif, qui est un peu douloureux, maintenant, on a des études qui ont évalué la salive et surtout le gargarisme. Donc, on fait un gargarisme avec de l'eau stérile qu'on recrache dans un pot et on fait donc le test de détection PCR à partir de ce spécimen-là. Et il y a des études en cours au CHU de Québec et les résultats préliminaires d'études dans d'autres régions du globe ont montré que ça s'avérait une alternative très intéressante. Et pour la détection d'anticorps, bien là, ça prend une prise de sang et on mesure par différentes techniques la montée des anticorps, comme on l'a dit, qui apparaissent 7 à 10 jours après le début des symptômes. Au niveau des traitements, je n'en parlerai pas plus que ça parce que ce sujet-là va être traité par le Dr Turgeon qui va suivre ma présentation. Mais juste retenir qu'il y a très peu de molécules antivirales
qui ont été démontrés efficaces contre la COVID-19. En fait, un seul antiviral, le remdesivir, a montré des effets intéressants dans certaines études, mais pas dans d'autres. Donc, il y a beaucoup de besoins de continuer d'effectuer de la recherche dans cet item-ci, le traitement de la COVID-19, parce que même si on a des vaccins efficaces, il va toujours rester des gens qui ne répondent pas aux vaccins, qui vont avoir besoin de traitement, des patients immunosupprimés, par exemple. Et si le vaccin se modifie et de façon importante à certains endroits, on peut avoir un échec des vaccins et donc l'intérêt de continuer la recherche pour avoir des traitements satisfaisants. Au niveau des vaccins, on en parle beaucoup ces jours-ci. Retenez qu'il y a plusieurs plateformes de vaccins. Il y a des vaccins qui exploitent le virus, soit des virus inactivés comme le vaccin qu'on a contre la grippe, ou le virus atténué ou affaibli. Il y a des vaccins qu'on appelle avec un vecteur qui est un autre virus, souvent d'une autre espèce, comme des virus de chimpanzé, auxquels on greffe une protéine de la COVID-19 qu'on va présenter au système immunitaire pour le développement d'anticorps. Il y a des virus basés sur l'acide nucléique, donc des fameux virus ADN et ARN, on va en reparler dans un instant, et des virus qui sont basés sur une protéine, la protéine la plus exposée à la surface du virus, qu'on appelle la protéine S ou spike ou spicule. Donc, on a plusieurs vaccins qui sont développés selon cette plateforme-là. Ici, j'ai listé, il y en a une dizaine, les vaccins sont en phase clinique 3, donc la dernière phase d'évaluation au niveau clinique. Il y en a 3 qui ont terminé la phase 3, qui ont déposé un dossier en vue d'une homologation à la FDA américaine. Et parmi ces 3-là, il y en a 2 qui sont des vaccins à base d'ARN. Et il y a une raison pour ça, c'est des vaccins qui sont rapidement produits. On n'a pas besoin de virus, pas besoin de faire pousser le virus dans des cellules. On a juste besoin de connaître la séquence du virus et on peut synthétiser de l'ARN de façon synthétique, donc, et en connaissant la séquence et injecter l'ARN qui va aller se retrouver, pénétrer la cellule et fabriquer la protéine d'intérêt pour la présenter au système immunitaire. Je dois dire par contre que ces vaccins-là ont été rapportés très efficaces. On n'a pas vu les données encore, ça n'a pas été publié, mais selon la compagnie, il y a des efficacités de 94-95 qui est assez incroyable. Par contre, il n'y a aucun virus ARN qui est approuvé à l'heure actuelle chez l'humain. Donc, on a peu de recul avec ces virus-là. On va pouvoir voir à long terme qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est des vaccins qui sont vraiment sécuritaires ou s'il y a des effets secondaires qu'on n'a pas vus après une courte période d'évaluation jusqu'à maintenant. Il y a d'autres virus sur d'autres plateformes, dont le virus d'AstraZeneca, vous avez entendu parler dernièrement, une efficacité de 70 qui est un virus avec un vecteur adénovirus de chimpanzé qui porte la protéine de la COVID-19 à sa surface. L'efficacité est moins grande que les vaccins ARN. Par contre, comme vous avez pu entendre certainement dans les médias, c'est un vaccin qui se conserve au réfrigérateur. Donc, beaucoup plus facile que les vaccins ARN qui doivent être conservés soit à moins 80 Celsius, donc transportés avec de la glace sèche, ou à moins 20 au congélateur. Je ne veux pas passer sous silence un vaccin de la région, produit dans la région de Québec, le Medicago GSK, un vaccin de type virus-like particles, c'est des particules d'allure virale, c'est une espèce de leurre pour le système immunitaire. On présente une coquille d'un virus qui est vide, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'ARN, ne peut pas se multiplier, mais l'extérieur de la cellule, l'extérieur du vaccin est comme un virus naturel, si je puis dire. Donc, il est reconnu en tant que tel par le système immunitaire comme un vrai virus. Et donc, il y a une réponse importante qui se développe. Et la phase clinique 2 est sur le point de débuter avec ce vaccin développé donc, dans la région de Québec. Maintenant, je vais passer à la recherche qui s'effectue au CHU de Québec, au Centre de recherche du CHU de Québec. Vous allez voir, il y a beaucoup de projets. Si je commence avec mon équipe, on a initié un projet avec le docteur Jean-Claude Tardif de l'Institut de cardiologie de Montréal qui s'appelle l'étude Col-Corona, où on regarde l'utilisation en termes de traitement avec de la colchicine versus un placebo. La colchicine, c'est un anti-inflammatoire qui est utilisé pour le traitement de la goutte depuis les années 60. On pense que c'est un anti-inflammatoire qui peut être intéressant pour diminuer la réaction inflammatoire qui est souvent disproportionnée dans la COVID-19.
On a recruté au-delà de 4600, 4700 patients un peu partout à travers le monde et on devrait bientôt finir le recrutement et faire l'évaluation, faire l'analyse statistique pour voir l'efficacité de ce traitement-là qui serait pris en externe, donc à l'extérieur de l'hôpital. Je suis également investigateur principal d'une autre étude nord-américaine avec le dalcitrapib. C'est un médicament qui augmente, qui est déjà sur le marché, qui augmente le cholestérol de type HDL, donc le bon cholestérol. On s'est aperçu que ce médicament-là avait aussi une activité pour inhiber la réplication du virus de la COVID-19. Donc, une étude de phase 2 va débuter au début décembre, donc très bientôt. Et je suis co-principal investigateur sur 2 études d'intérêt. L'étude RECOVER, c'est une étude dans la province de Québec, à Québec et Montréal, où on regarde les réinfections chez les travailleurs de la santé. Donc, nos travailleurs de la santé qui ont déjà développé une première fois une COVID-19, est-ce qu'ils peuvent en développer d'autres? C'est ce qu'on va évaluer. Est-ce que c'est fréquent? Après combien de temps, après le premier épisode, le deuxième épisode peut survenir? C'est une étude qui est en cours. Et l'étude SHARE, c'est une étude qui a lieu dans la province de Québec et en Colombie-Britannique, où on regarde la transmission de la COVID-19 dans les familles après qu'il y ait un cas infecté, amené le virus dans la famille. Quel est le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la famille qui va être infectées par la suite. On a également un support des Instituts de recherche en santé du Canada avec 2 autres chercheurs du Centre de recherche du CHU de Québec, Dr Lynn et Dr Mariana Baz, pour développer des antiviraux qui vont inhiber la réplication de la COVID-19. Donc, une première étape, c'est par modélisation 3D, et je l'ai représenté ici. Donc, en collaboration avec les 2 autres chercheurs, on développe des modèles tridimensionnels de certaines parties, certaines protéines ou enzymes de la COVID-19 et on identifie le site actif. Le site actif, c'est qu'il faut voir ça comme un trou de serrure dans lequel on va venir insérer la clé qui va barrer la serrure. La clé, on sert de logiciel pour développer des molécules qui vont venir s'insérer parfaitement dans le trou de la serrure pour pouvoir la bloquer son activité et bloquer la multiplication du virus. Donc, jusqu'à date, on a trouvé 2 composés qui étaient aussi efficaces que le remdesivir, qui est notre étalon, parce que c'est le seul antiviral qui est actuellement approuvé pour traiter la COVID-19. Donc, on a 2 molécules qui ont une activité aussi bonne, sinon supérieure, en laboratoire à celle du remdesivir qui est approuvée. Donc, on devrait commencer les études précliniques chez l'animal d'ici le début de l'année 2021 et si tout va bien, passer chez l'humain quelques mois plus tard. Je voudrais aussi présenter en volée quelques projets de recherche de collègues du Centre de recherche du CHU de Québec. Encore une fois, je ne les présente pas tous par faute de temps. Il y a beaucoup de recherches fructueuses. Un premier projet de recherche du Dr Louis Flamand en collaboration avec Dr Boilard et Dr Nicolas Flamand vise à comprendre la pathogénèse, c'est-à-dire le mécanisme de la COVID-19. Comment ce virus-là vient à se multiplier et malheureusement à conduire au décès de certaines personnes. Donc, caractériser la réponse inflammatoire qui est souvent disproportionnée. Et ils ont découvert qu'il y avait aussi une activation des plaquettes chez ces patients-là avec COVID-19 qui amenait une coagulation, un état de hypercoagulation au niveau sanguin. Et ça a amené, entre autres, à certains cliniciens, et je suis certain que le Dr Turgeon va en parler, à donner des anticoagulants à des sujets avec COVID-19 sévère dans le but d'enrayer cette hypercoagulation-là qui a été mise en évidence de façon élégante par ce groupe-là à l'intérieur du CHU de Québec. Un autre projet de recherche conduit par le docteur Denis Leclerc qui a l'habitude de développer des vaccins sur une plateforme innovante et là, s'attaque particulièrement au virus de la COVID-19, a identifié 8 cibles, c'est-à-dire 8 parties du virus qui pourraient être ciblées par des anticorps qu'on déclencherait suite à une immunisation. Pour l'instant, il a identifié 2 de ces cibles-là qui étaient particulièrement intéressantes à combiner dans un vaccin qui aurait un spectre élargi en cas de mutation du virus de la COVID-19 et qui est élargi aussi, qui fonctionne aussi contre le virus du SRAS, même s'il n'est pas présent à l'heure actuelle, qui pourrait toujours revenir dans la population ultérieurement.
Dr Marianne Abbas, qui est une jeune chercheuse prometteuse au Centre de recherche du CHU de Québec, étudie des doses de polyphénol et leur effet pour inhiber la réplication du SRAS coronavirus 2. Elle a identifié, et ça c'est très élégant, 2 polyphénols qui sont présents dans le thé vert, les pommes et les oignons, qui ont une capacité d'inhiber le SRAS coronavirus 2, donc le virus de la COVID-19 in vitro, aussi efficace en laboratoire que le remdesivir. Eux aussi vont passer aux études animales dans un avenir rapproché. Dr Éric Mercier participe à une étude pan-canadienne au niveau des salles d'urgence où on vise à créer un outil qui va nous aider à prédire l'évolution de la COVID-19. Et ça va aider les soignants à établir le pronostic, c'est-à-dire le devenir des patients atteints de la COVID-19. Si on est capable d'identifier adéquatement avec un outil clinique quels sont les patients qui vont avoir une évolution plus défavorable, on va pouvoir mieux identifier ceux qu'on doit hospitaliser et ceux qui vont avoir un bon pronostic, on va pouvoir les laisser retourner à la maison de façon plus sécuritaire. Donc, très important. Et finalement, un autre exemple d'un autre type d'étude, Dr F. Dubé, qui regarde au niveau plus psychosocial ici les facteurs individuels et socioculturels qui vont influencer l'adhésion des communautés aux mesures sanitaires pour prévenir la COVID-19. Alors, identifier aussi les déterminants de l'adhésion aux mesures recommandées. Identifier les mesures recommandées dans les médias sociaux, toute l'influence des rumeurs, des fausses nouvelles dans les médias sociaux, la stigmatisation de certains groupes, comme les Premières Nations, d'autres groupes qui sont stigmatisés. Et développer des stratégies de communication qui vont permettre de renforcer la confiance du public dans les autorités sanitaires responsables de la gestion de la maladie. En terminant, je l'ai mentionné brièvement au début, mais je tiens ici à remercier sincèrement la Fondation du CHU de Québec pour avoir participé avec l'aide de Medicago et de la Ville de Québec au support financier d'un laboratoire de niveau de confinement 3, comme on dit en anglais, state of the art, brand new laboratory, où on peut travailler en toute sécurité avec le virus de la COVID-19 et d'autres virus hautement pathogènes. L'ouverture de ce laboratoire-là a permis à plusieurs des chercheurs du CHU de Québec d'aller chercher des subventions d'importance. Donc, je vous remercie de votre attention et ça me fera plaisir de répondre à vos questions après la prochaine présentation. Merci beaucoup, Dr Boivin. Très intéressant. On voit comment il se fait de la recherche aussi énormément là, autour, bien sûr, de la COVID, mais aussi de d'autres situations que vous travaillez. Merci. On va maintenant accueillir, puis le Dr Boivin l'a mentionné, on va rester ouvert sur des questions. Ça fait qu'utiliser encore une fois le chat si possible. C'est facile, on répondra à vos questions plus globalement après cette deuxième présentation avec le Dr Turgeon. Vous êtes avec nous, Dr Turgeon? Oui. OK, j'imagine que je vois votre présentation. Vous, je ne vous vois pas, mais vous êtes sûrement pas loin dans mon écran. Oui, excellent. Bon, parfait, je vous vois. Écoutez, encore merci d'avoir accepté également notre invitation et on vous laisse aller dans votre présentation, Dr Boivin. Turgeon, excusez-moi. Allez-y. Merci, M. Bédard. Merci, M. Beaumont. Je remercie mon collègue, Dr Boivin, qui a fait un excellent survol de toute l'historique de la COVID et des bases de laboratoire et d'études laboratoires qui sont effectuées au CHU de Québec dans son nouveau lieu de recherche. Donc, je voudrais dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer là, avec l'industrie. Je ne suis pas impliqué dans aucune compagnie pharmaceutique qui a un lien avec plusieurs des interventions que je vais discuter. Donc, d'abord, le début de la pandémie, comme l'a bien mentionné Dr Boivin, est présumé être dans la ville de Wuhan, en Chine, à la fin du mois de décembre dernier. On dit présumé parce que ce sont les premiers cas qui ont été répertoriés, mais on ne sait jamais si ça n'a pas commencé un petit peu plus tôt. Je vais vous présenter un peu un peu d'historique de comment nous, on a vécu cette pandémie-là d'un point de vue intervention. Et les différentes études de recherche clinique, projets de recherche clinique qui se passent dans le CHU de Québec sont dirigés par des chercheurs de notre établissement.
En Chine, en fait, quand la pandémie est arrivée, évidemment, ça a fait peur à tout le monde, comme ça nous a fait peur ici. Imaginez là-bas qui étaient les premiers à vivre avec ça. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Il n'y avait aucune étude qui a été faite à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont utilisé plusieurs traitements sur la base de leur mécanisme de fonctionnement présumé. Des traitements qui sont utilisés dans d'autres pathologies ou dans d'autres maladies à virus, comme le coronavirus, mais de d'autres virus. Donc, toutes sortes de médications qui tombaient sous le sens en termes de fonctionnement et qui sont d'ailleurs, parmi celles-ci, plusieurs qui sont étudiées dans les essais cliniques dont on va discuter un peu plus tard. Mais il y a eu une utilisation très étendue de traitements non démontrés efficaces à ce moment-là, qu'on appelle hors indication. Il y a eu très peu de recherches qui a été faite en Chine. Il y en a eu très peu par la suite en Europe, de façon très structurée, je veux dire, où la pandémie est allée avant de se rendre chez nous du côté de l'Amérique du Nord. On a en fait, de notre côté, eu énormément de pression, je vous dirais, pour utiliser de la médication non démontrée efficace à ce moment-là. Je pense à l'influence de collègues en France comme le professeur Raoult, qui a beaucoup fait de publicité pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Le président américain, je pense que personne n'a manqué ses différentes interventions où il proposait des interventions à être utilisées dans le traitement de la COVID. Ça peut paraître banal, ce genre de sortie médiatique-là, mais nous, lorsqu'on est au chevet des malades, on doit gérer ça parce qu'on doit gérer une pression de la population, une pression des pairs aussi d'utiliser des interventions qui, oui, tombent sous le sens, mais qui n'ont pas été étudiées ou qui ne sont pas indiquées ou reconnues comme étant indiquées pour traiter un virus qui est très, très nouveau. Ce qui se passe, c'est qu'on sait dans l'histoire de la médecine que ce qui semble fonctionner en laboratoire ne fonctionne pas nécessairement en contexte réel de soins. Ce qui tombe sous le sens, parfois, ne fonctionne pas toujours ou encore peut même donner des effets secondaires importants. Donc, c'est pour ça qu'un traitement ou une intervention, avant d'être utilisé au chevet d'un malade, doit être bien étudié et la façon de l'étudier, c'est via des essais cliniques randomisés. C'est en fait la seule façon d'avoir un niveau de preuve élevé pour être certain qu'une intervention fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est quoi un essai clinique randomisé? C'est une étude clinique qui évalue l'effet d'un traitement. Comment ça fonctionne? C'est qu'on recrute des patients après avoir obtenu leur consentement et on les répartit de façon aléatoire dans deux groupes. Il y a un groupe de patients, la moitié, qui vont recevoir le traitement à l'étude, donc l'intervention qu'on veut tester, et l'autre moitié qui ne recevront pas l'intervention, qui peuvent recevoir un placebo, c'est-à-dire une genre de pilule de farine, ou ne pas recevoir d'intervention du tout. Et on va mesurer une issue clinique à un moment donné qui va nous donner, en fait, une idée de l'effet de l'intervention. Donc, un essai clinique randomisé doit évaluer l'effet du traitement selon une issue clinique qui est importante pour un malade. Dans la COVID-19, avec ce qu'on sait et ce qui est très clair pour tous et toutes, c'est une maladie qui est quand même mortelle, qui a une certaine létalité. Donc, la mortalité est une issue clinique extrêmement importante dans les essais cliniques, dans le contexte de la COVID-19, des patients très malades. Le risque aussi de nécessité d'être sur un respirateur artificiel, la durée de séjour dans un hôpital ou d'une unité de soins intensifs sont des issues cliniques qui sont très fortes, qui ont un aspect économique dans nos systèmes de santé, mais aussi pour le patient de savoir que le risque de décès peut être augmenté ou diminué. C'est ce que les gens veulent savoir en bout de ligne. Il y a d'autres issues cliniques qui existent, qui sont intéressantes aussi, mais si on veut vraiment avoir une idée de l'effet d'une intervention, dans le contexte de la COVID, c'est beaucoup la nécessité d'être sur un respirateur artificiel ou le risque de décéder. Les traitements, en fait, il est peu probable qu'on ait un traitement qui puisse guérir l'ensemble des malades de la COVID-19. En fait, tous nos traitements qu'on utilise, ça vise plutôt à être un pont avant le contrôle de la situation, avant un vaccin. Les vaccins des candidats dont Dr Boivin parlait tout à l'heure. Donc, tous les traitements qu'on fait, c'est beaucoup pour pallier, pour ralentir, pour être capable d'améliorer la survie, de diminuer les complications. Bien sûr, si on pouvait guérir tous les malades, on le ferait, mais on le voit beaucoup plus comme un pont en attendant une vaccination. Comment fonctionnent les différents traitements potentiels? Bien, ils touchent en fait à différentes phases de la maladie. Ça peut être des antiviraux ou des médicaments comme l'interféron bêta-1 qui sont
potentiellement plus utiles au début de la maladie pour éviter la réplication du virus. Lorsque la maladie progresse, on a d'autres traitements qui visent de prévenir la dysfonction endothéliale, donc des problèmes de micro-vaisseaux, ou encore de prévenir l'inflammation ou tous les mécanismes immunologiques qui sont un peu activés par l'infection au coronavirus, ou encore de traiter des complications de micro-vaisseaux qui bouchent, qui font des thromboses, comme on appelle, dans les micro-vaisseaux, ou encore des problèmes avec les poumons dus au fait que nos patients sont sur respirateur. Donc, les traitements qui sont étudiés actuellement ou qui ont été étudiés, qui le sont encore, touchent à ces différentes phases d'évolution de la maladie. Au CHU de Québec, où sont nos patients? Ils sont principalement à 2 endroits physiques. Ils sont tous à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Ils sont soit à l'étage d'unités de soins médicaux, les patients qui sont moins gravement malades, ou à l'unité des soins intensifs, les patients qui sont plus gravement malades, qui sont la plupart sur respirateur. Les patients moins gravement malades sont sous la responsabilité de nos collègues internistes, des médecins spécialistes en médecine interne, qui sont appuyés évidemment par d'autres médecins spécialistes. Et les patients qui sont dans les unités de soins intensifs, sont les plus gravement malades, sont sous la responsabilité des intensivistes, comme moi et d'autres collègues, qui sont des médecins spécialistes en soins intensifs. Donc, ce sont les 2 catégories, je vous dirais, de gravité de malades de la COVID. Puis ça va être important pour comprendre où se fait la recherche, puis quel type de recherche est faite dans le CHU de Québec. La recherche sur la COVID, vous allez peut-être sourire un peu, mais elle est planifiée depuis longtemps. Chez les patients qui sont gravement malades à l'unité de soins intensifs, ça fait plus de 10 ans qu'on planifie la recherche sur la COVID. En fait, depuis la H1N1, on a développé une plateforme d'essais cliniques randomisés dormante qui s'appelle REMAP-CAP, avec le groupe canadien de recherche en soins intensifs, nos collègues en Australie, des collègues en Angleterre, nos collègues aux États-Unis et en Europe, pour être prêts à un prochain virus qu'on ne connaît pas, d'avoir une plateforme qui nous permet rapidement d'étudier des traitements potentiels chez les patients qui sont admis dans les unités de soins intensifs. C'est une collaboration internationale et actuellement, on a 275 centres à travers le monde qui sont impliqués dans cette plateforme REMAP-CAP. Quand on dit dormante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle est prête. On ne sait pas quelle maladie on va étudier et on ne sait pas non plus quel traitement on va étudier, mais on a un développement préliminaire de la façon dont l'étude va être construite, des protocoles préliminaires pour être rapidement capable de l'activer lorsqu'on a ici, dans le contexte, une pandémie à coronavirus et des interventions qui ont été testées notamment en Chine, ont été utilisées en Chine, sans qu'elles aient été testées. Donc, on a repris les interventions potentiellement utiles pour les étudier dans le contexte de cette plateforme-là. Donc, suivant la pandémie de SARS-CoV-2, on a activé la plateforme REMAP-CAP très rapidement. Les premiers patients ont été recrutés au mois de janvier, février en Océanie et en Asie. Et par la suite, ont été recrutés ici, là, au Québec, au Canada, lorsque la première vague s'est fait sentir. Et on a évalué les traitements potentiels du début de la première vague. Les antiviraux, l'opinavir, ritonavir, hydroxychloroquine, les corticostéroïdes, des agents immunomodulateurs, des anticoagulants, ou des anticorps contre le SARS-CoV-2, de plasma de convalescents. Il y a d'autres interventions aussi qui vont venir, dont les antiplaquettaires, les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Avec des collègues, en fait, on a obtenu une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada de 2,2 millions, une subvention dont je suis le chercheur principal. Mes collègues, Dr. Lausier, Dr. Moore, ici au CHU de Québec, sont des co-chercheurs, où on étudie en fait les plasmas de convalescents, donc du sang de donneurs de gens qui ont eu la COVID, et on prélève le plasma qui contient les anticorps, des anticorps contre le virus SARS-CoV-2. Donc, c'est une collaboration avec EMA Québec et les services canadiens du sang. On vérifie s'il y a des anticorps, on les mesure, et s'il y en a, on considère ce produit comme étant un produit pouvant potentiellement être utilisé dans l'étude. Donc, c'est un essai clinique randomisé. Les patients dans REMAP-CAP reçoivent des plasmas ou n'en reçoivent pas. Et il y a 923 patients recrutés à ce jour, pas au Québec, pas au Canada, mais dans le monde en entier. Le financement des IRSC permet de recruter les patients dans l'ensemble du Canada et également à l'extérieur. La même subvention nous permet aussi d'évaluer en fait l'effet des anticoagulants. C'est des médicaments qui éclaircissent le sang.
Donc, on connaît peut-être des gens qui en prennent pour différents problèmes. On sait que la COVID, à un stade avancé, donne des problèmes de KIO dans les micro-vaisseaux et que les anticoagulants est un traitement potentiellement efficace. C'est un financement également des IRSC et une étude que je fais avec mes collègues et beaucoup d'autres collègues, mais au CHU, Dr. Lausier, Dr. Moore. Donc, les patients reçoivent des anticoagulants à des doses qu'on utilise en pratique normalement versus des doses qui sont prophylactiques ou préventives, donc des doses de traitement versus des doses préventives, encore une fois, dans l'essai clinique REMAP-CAP, et nous avons près de 800 patients recrutés à ce jour. Il y a l'étude CATCO, qui est l'étude Solidarity. L'étude Solidarity, c'est l'étude de l'Organisation mondiale de la santé qui est internationale. Au Canada, elle s'appelle CATCO. Elle est financée par les Instituts de recherche en santé du Canada, dirigée par notre collègue Srinivas Murthy à Vancouver. Je suis co-chercheur dans cette étude, ainsi que Dr. Gobinger. Il y a 3 interventions étudiées, le remdesivir, le lopinavir-ritonavir, l'interféron bêta-1, chez les patients hospitalisés en raison de la COVID, mais qui sont moins gravement malades. Donc, dans REMAP-CAP, on parlait de patients admis à l'unité des soins intensifs. Ici, on parle de patients qui sont admis à l'étage de médecine interne. Donc, moins malades, pas de respirateur, peut-être de l'oxygène par le nez, mais pas plus que ça. Il y a 610 patients recrutés à ce jour. Il y a l'étude Concorde, qui est semblable à l'autre étude sur les plasmas de convalescents, qui est dirigée par des collègues en Ontario et Dr. Bégin, dont je suis co-chercheur, qui est un devis de recherche, une étude semblable à celle qu'on fait chez les patients à l'unité de soins intensifs, donc chez les patients gravement malades, mais qui ici vise les patients hospitalisés, mais moins malades. Il y a 450 patients recrutés à ce jour. L'étude ATTAC, qui est internationale, qui est au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en Australie, Nouvelle-Zélande, 700, près de 800 patients recrutés à ce jour sur les anticoagulants chez les patients hospitalisés, mais qui ne sont pas gravement malades, encore une fois. Donc, il y a souvent une dualité comme ça d'études où on a des études pour les patients très gravement malades à l'unité des soins intensifs qui sont dans REMAP-CAP et des études chez les patients un peu moins malades hospitalisés. Pourquoi? Parce que les issues cliniques ne sont pas les mêmes. Dans le contexte de patients hospitalisés à l'unité des soins intensifs, on parle de mortalité, puis on parle de défaillance d'organes, alors qu'à l'étage des patients moins malades, on parle plus de risque d'être hospitalisé à l'unité des soins intensifs et d'être intubé, d'avoir un tube dans le fond et d'être sur un respirateur artificiel. Il y a également l'étude Coviprone et l'étude Corona, qui est pilotée ici au CHU par mon collègue François Lausier, qui est financée par les IRSC et qui est en fait une intervention simple. Est-ce que le fait d'être positionné sur le ventre pendant une période prolongée, pendant plusieurs heures, et après être retourné sur le dos, alors qu'on n'est pas sur un respirateur, on est conscient, peut mobiliser un peu les sécrétions dans nos poumons et faire en sorte qu'on améliore notre devenir suivant la COVID-19. Ça semble un peu particulier, mais on a démontré que c'était efficace chez les patients qui sont sur respirateur dans certains contextes de maladies pulmonaires très graves. Donc, c'est une hypothèse de travail qui est très intéressante. C'est financé par les IRSC. Le début prochain du recrutement, le début sera fait dans les prochaines semaines. Également financé par les IRSC, une étude dont je suis co-chercheur principal, CODA-19, avec notre collègue Michael Chassé à Montréal, qui est un partenariat avec les 9 centres québécois les plus importants dans le traitement de patients atteints de la COVID. C'est un registre anonymisé d'usagers, hospitalisés ou non, de personnes qui ont eu un diagnostic de COVID confirmé ou suspecté. Donc, un registre de l'ensemble des gros centres québécois qui comprend plus de 80 000 individus, qui va nous permettre d'évaluer des facteurs de risque, d'évaluer des modèles pronostiques, notamment sur des admissions, etc. Ça fait le tour un peu de la majorité des études qu'on fait dans le CHU Québec. Il y en a d'autres, mais je parle d'études cliniques appliquées d'intervention. Et je vais vous parler un petit peu d'où on en est avec le niveau de preuve de nos interventions actuelles, comment on les traite, nos patients, puis pourquoi parfois les médias parlent de traitements qui seraient efficaces et qui, plus tard, ne le sont plus. On prend l'exemple du remdesivir, c'est un bon exemple. Il y a une étude très médiatisée qui a montré une amélioration du temps de récupération des patients. Donc, les patients récupéraient plus vite de leurs symptômes. C'est une étude qui est parue dans une revue très prestigieuse, le New England Journal of Medicine. Et les prémices en laboratoire de l'utilisation du remdesivir sont très positives, comme nous l'a montré Dr. Boivin. Donc, c'est vraiment une médication, un traitement qui tombe sous le sens. Par contre, on n'a pas observé de changement sur la survie.
non plus sur la nécessité d'être sur un respirateur, donc de progresser vers une forme grave de la maladie. Néanmoins, étant donné que c'était un des premiers traitements qui nous montrait une certaine amélioration d'une issue clinique, qui était le temps de récupération, la Food and Drug Administration aux États-Unis a approuvé le Remdesivir comme traitement le 22 octobre 2020, donc ça fait environ un mois maintenant. Mais les données, en fait, d'une étude beaucoup plus grosse, l'étude Solidarity, qui est 4 au Canada, n'a pas montré la même chose. Les résultats, en fait, ont été pré-publiés. On n'a pas la publication finale de ça encore. Pré-publié, c'est en fait une façon de publier des résultats, mais avant une révision par des pairs. Les résultats de l'ensemble des études publiées, en fait, jusqu'à maintenant, ne montrent pas d'effet significatif de l'utilisation du Remdesivir. Ça, c'est paru il y a 5 jours par l'OMS dans le British Medical Journal, qui a montré qu'on n'a pas d'effet sur la mortalité, l'assistance respiratoire mécanique, les effets secondaires, le risque d'insuffisance rénale, l'amélioration des symptômes, la durée d'hospitalisation, ce qui a fait que l'OMS a fait une recommandation vendredi dernier de ne plus utiliser le Remdesivir. Donc, ça vous montre un peu comment c'est un domaine complexe. La recommandation de ne pas l'utiliser, ce n'est pas parce que le médicament ne fonctionne pas, c'est parce qu'on ne le sait pas s'il fonctionne et on ne peut pas exclure qu'il pourrait toujours augmenter la mortalité. Donc, c'est toujours un peu, je dirais, dans un contexte de pandémie comme celle qu'on vit, on veut tellement avoir une intervention rapidement que les premiers espoirs nous amènent à aller vers l'utilisation d'une intervention plus élargie, alors qu'ici, on voit que les études suivantes ne nous ont pas montré de gains que les premières études nous avaient montré. Donc, l'OMS, vendredi, nous a suggéré de ne plus utiliser le Remdesivir. Il y a d'autres médicaments qui étaient prometteurs qui ne sont pas démontrés efficaces, le lopinavir, ritonavir, l'hydroxychloroquine dont on a entendu parler beaucoup et pour laquelle on avait énormément de pression d'utilisation lors de la première vague. Des antibiotiques aussi qui auraient eu des effets anti-inflammatoires comme l'azithromycine qui ne sont pas démontrés efficaces non plus, donc qu'on n'utilise pas. Qu'est-ce qui nous reste? En fait, il y a un seul traitement qui fonctionne vraiment chez les patients hospitalisés, qui sont les corticostéroïdes. Les patients non seulement hospitalisés, mais il faut qu'ils aient de l'oxygène. Donc, un patient qui est hospitalisé sans oxygène, il n'y a pas vraiment de recommandation de donner. En fait, il y a une recommandation qui est faite de ne pas en donner, étant donné qu'on n'a pas de données très claires. Mais dès qu'on a de l'oxygène ou qu'on est très, très gravement malade sur respirateur, il y a une recommandation forte de donner des corticostéroïdes. On a une diminution de mortalité de 34 en moyenne relative. Donc, c'est la seule médication qui est très clairement efficace sur des issues cliniques très solides. Mais c'est un générique, ce n'est pas un médicament qui est fait par une compagnie. Ça existe, on l'utilise depuis longtemps. Donc, il y a moins de publicité qui est faite pour un traitement comme celui-ci. Bientôt, on va avoir des résultats sur le tocilizumab. Il y a des études. Les premières études n'ont pas montré de résultats positifs, donc on ne l'utilise pas, mais il y a REMAP-CAP qui va sortir dans les prochaines semaines, ces résultats. Donc, on devrait avoir nos résultats de REMAP-CAP sur le TOCI. Il y a les plasmates convalescents, à la fois dans l'étude REMAP-CAP, dans Concor 1 et dans Recovery, qui devraient sortir dans les 2-3 prochains mois, et les anticoagulants, REMAP-CAP et ATTAC, dans les 2-3 prochains mois. Donc, on devrait en savoir plus sur ces traitements-là très rapidement. Donc, il y a plusieurs études cliniques, de recherche clinique appliquée qui se font dans le CHU de Québec chez nos malades atteints de la COVID, différentes interventions qui sont étudiées. C'est une grosse équipe de recherche, l'équipe de recherche de soins intensifs avec plusieurs collègues, Dr. Lausier, Dr. Mord, Dr. Franqueur, Dr. Saint-Onge, Dr. Bérubé et une équipe qui est très variée d'infirmières de recherche, de professionnels de recherche, de coordonnateurs qui nous permettent de faire toutes ces études de recherche clinique appliquées-là et d'améliorer le niveau de connaissance. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Dr. Turgeon. Très, très, très intéressant. Je suis sûr que c'est partagé mon appréciation. Très complémentaire aussi à la présentation du Dr. Boivin. J'ai invité les gens, s'il y avait des questions, peut-être à y aller sur les chats. Je vais me permettre, il y en a quelques-unes qui sont rentrées, peut-être une première pour le Dr. Boivin, concernant l'étude sur la transmission dans les familles que vous avez parlé précédemment.
si vous le voyez, peut-être la question sur le chat, en fait, c'est sur celui du Q&A. Qu'est-ce que vous pouvez dire jusqu'à présent concernant la transmission dans les familles? Je ne sais pas si vous voyez la question qui est écrite sur le chat, mais anyway, je l'ai traduit. Oui, l'étude vient de commencer. On peut pas rapporter aucun résultat pour l'instant. On a fait une telle étude similaire lors de la pandémie du virus H1N1 en 2009 et on avait trouvé que le taux de transmission dans les familles était de 15 donc en moyenne de 15 C'était plus élevé quand c'était un enfant qui était le vecteur principal pour entrer le virus dans la famille que si c'était un adulte. Il semble que pour la COVID-19, les données semblent dire que la transmission à l'opposé est plus efficace quand c'est un adulte qui rentre le virus dans une famille, dans un milieu fermé, que si c'est un enfant. En fait, les enfants sont relativement protégés, comme j'ai mentionné dans la COVID-19, par rapport à l'influenza où les jeunes enfants sont un groupe à risque de complications. Merci, Dr. Boivin. On avait quelques questions, commentaires. Je vais y aller, puis j'imagine, M. Beaumont, vous allez m'accompagner si j'échappe des choses. Quelqu'un nous a demandé si les deux conférences, avec l'accord du Dr. Boivin et du Dr. Turgeon, qui seraient disponibles. On a répondu sur le chat qu'effectivement, ils seraient disponibles sur le site du YouTube du CHU. On a mis même sur le chat l'adresse. Ça fait que je pense que les gens, ça répond à la question qui pourrait intéresser plusieurs personnes. Si je suis bien, on avait également une question, je pense, qui s'adresse davantage au docteur Turgeon. Si vous pouviez nous expliquer pourquoi le DEX est intéressant comme traitement. C'est une bonne question. En fait, je présume que c'est en lien avec la dexaméthasone et non la dexmédetomycine. La dexaméthasone, donc, pourquoi, dans le fond, un corticostéroïde comme la dexaméthasone est intéressant comme traitement? En fait, c'est un anti-inflammatoire qui est non spécifique. Hein. Puis, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben, pourquoi les molécules plus spécifiques n'ont pas démontré encore d'effet. Il y en a encore qui restent à venir. Mais la dexaméthasone, évidemment, va freiner la cascade d'inflammation, va freiner les interleukines 6, interleukine 1. Donc, c'est non spécifique, par contre, contrairement à d'autres. C'est un peu les mécanismes qui sont derrière tout ça. Mais nonobstant les mécanismes, parfois, on a des mécanismes parfaits, mais lorsqu'on les étudie au chevet, ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être qu'il y a d'autres mécanismes avec l'utilisation de la dexaméthasone qu'on ignore, qui fait qu'on a un gain de survie, mais c'est clairement un gain de mortalité qui est en moyenne de 34 relatif et qui est au minimum de 18 relatif, ce qui est énorme. Donc, probablement que la réalité est plus près de 18 que de 34 mais il reste que c'est vraiment la seule intervention jusqu'à maintenant qui a montré un gain de survie et qui est rendu un standard de soins. Tout patient admis dans un hôpital et qui a le moindrement un petit peu d'oxygène va recevoir un corticostéroïde qui va être de la dexaméthasone à 6 mg par jour pendant 10 jours, à moins qu'il y ait une indication d'utiliser un autre corticostéroïde on peut le suppléer avec l'hydrocortisone dans certaines situations. Il y a d'autres études qui ont montré qu'il y avait une probable équivalence. Donc, il y a le Dr. Rivet qui demande est-ce que ça a des effets? Bien, c'est difficile de dire parce que si on a un 34 relatif, on n'a pas 800 patients qui sont admis dans nos hôpitaux avec la COVID et heureusement. Donc c'est difficile d'aller évaluer directement. Mais ça va nous prendre des études longitudinales qu'on va être en mesure de voir avec le projet CODA-19 parce qu'on va avoir la mortalité de nos patients qui ont eu la CODA-19 au Québec dans les 9 grands centres. Donc oui, on va être capable de voir s'il y a une diminution de la deuxième vague par rapport à la première vague, certainement. Je pourrais peut-être rajouter, Dr. Turgeon, un petit mot à ce sujet-là. En fait, dans la COVID-19, on s'aperçoit qu'il y a comme deux phases. Il y a la phase où on a la réplication du virus initiale, puis après ça, il y a la phase inflammatoire. Et cette inflammation-là devient à un certain moment disproportionnée. Et les patients vont décéder souvent de la réaction inflammatoire plutôt que de la multiplication du virus. Puis de là, l'intérêt des anti-inflammatoires, comme Dr. Turgeon a mentionné.
à fait. Je pense que Dr. Boivin le résume très, très bien. C'est notre grande difficulté, des patients qui sont sur respirateur, très difficiles à ventiler, qu'on a parfois à mettre en position ventrale avec des machines. Là, donc, je vous laisse imaginer la complexité. C'est du 24 heures sur 24. On couche à côté de ces malades-là, je vous dirais, là, pour les soigner. Puis, heureusement, on réussit à en sortir la majorité de ces situations-là. Merci, Dr. Turgeon. Merci, Dr. Boivin. En fait, il ne semble pas avoir d'autres questions. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses, M. Beaumont. Ben, on a vraiment des très bons commentaires, là. Je ne sais pas si Dr. Boivin et Dr. Turgeon les voient, là. Merci, bravo, des présentations d'une grande qualité qui nous remplissent de fierté de vous avoir dans notre grand CHU. Très bonne présentation, concrète et intéressante. Merci. Bon, on a, en dehors des études plus scientifiques et médicales, j'ai vu l'étude du chercheur là, F. Dubé qui est un peu plus de nature socio-comportementale, notamment sur l'adhésion aux mesures sanitaires. Donc, dans quel contexte difficile actuellement, à quel point cette analyse devient-elle importante et nécessaire pour le futur? Donc, je ne sais pas qui veut s'essayer à répondre à ça, là. Allez-y, Dr. Boivin. OK, merci. Je ne suis pas un spécialiste à ce niveau-là, mais je pense que c'est un point très important. Et d'autant plus important que maintenant, les gens portent beaucoup d'attention aux médias sociaux, surtout quand un président des États-Unis qui est aux prises avec plus que 200 000 cas, plus de 200 000 décès dans son pays, s'amuse à apporter des choses sur des tweets. On voit que ça a une influence sur la population en général. C'est une grande partie de la population, en tout cas. Et je pense que l'analyse des facteurs qui déterminent l'adhésion des gens, comment les gens prennent une décision, s'ils consultent les médias sociaux ou pas, c'est quelque chose de très important, primordial, surtout avec les vaccins qui s'en viennent. Oui, effectivement. On avait une autre question aussi, peut-être pour Dr. Turgeon. Quel est le pourcentage des cas qui demeurent avec des séquelles? Est-ce que vous avez une idée à ce moment-ci? Nos études, en fait, s'intéressent moins à ces sujets-là pas parce que ce n'est pas intéressant. On a des collègues, par contre, qui sont sur le dossier des suivis longitudinaux des patients. On l'ignore encore. Nos données tendent. Actuellement, on a des cas rapportés de patients qui ont des séquelles, mais vous savez, des cas rapportés, il faut le voir dans son ensemble. Est-ce que c'est un pourcentage très minime ou un pourcentage plus élevé? Par contre, je peux vous dire qu'un patient qui va dans une unité de soins intensifs et qui est sur respirateur pour une pathologie, une condition pulmonaire, une maladie pulmonaire, comme celle de la COVID, mais comme d'autres maladies, parce qu'ils se comportent de la même façon que d'autres types d'infections, ces gens-là ne redeviendront pas des athlètes olympiques et vont avoir, c'est démontré, ont des séquelles fonctionnelles à long terme jusqu'à 10 ans là, de suivi. Donc, les très gravement malades vont avoir plus de problèmes. Mais je crois que la majorité des gens qui ne sont pas gravement malades n'auront pas de séquelles très majeures. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent des gens qui ont eu la COVID et qui ont guéri très rapidement. Là. Absolument. On a une autre question ici qui n'est pas une question d'initié. Non. Donc, parmi les polyphénols, la quercétine est-elle sous étude? Oui, la quercétine, c'est un sujet d'intérêt, un peu comme l'hydroxychloroquine l'a été pendant un bout de temps. Je sais que Dr. Michel Chrétien, qui est basé à Montréal, voulait débuter une étude clinique avec la quercétine. Finalement, je pense que ça n'a pas été débuté. Fait qu'on n'a pas la réponse à cette question-là, mais c'est une classe de polyphénol, effectivement. OK. Donc, on avait aussi une autre question de plus. Est-ce que le CHU a considéré une participation aux efforts de modélisation tels que COVID, Moonshot, /Folding at Home, là, Rosetta at Home et Open Pandemics? Pas au courant. Je ne connais pas ces initiatives. Il y en a des centaines et des centaines. Je dirais que les chercheurs, que ce soit les chercheurs plus en recherche fondamentale comme mon collègue Dr. Boivin, les gens plus en clinique appliquée comme moi, on est bien au fait de l'ensemble des réseaux à travers le monde. On est très connectés, reliés
Et il y a plusieurs initiatives, parfois qui sont un peu plus locales, mais on est beaucoup plus dans ce qui est le plus significatif, je dirais, pour améliorer les soins, puis améliorer l'état de connaissance le plus rapidement possible. Donc, on est assez bien outillé, je dirais, dans ce type de projet-là. Donc, Pour j'espère que l'autre votre question, question, c'est tous des gens très érudits. Excusez-moi, oui, allez-y, il y M. a une Bédard, autre allez-y. question, peut-être on va se permettre. Allez-y, M. Beaumont, avec la dernière question que j'ai sur l'écran actuellement. OK, attendez. Bon, quels sont les effets secondaires probables d'un vaccin de type ARN? À quoi peut-on s'attendre? Oui, bien, il y a une préoccupation que je dirais théorique, parce que ça n'a jamais été rapporté, mais ce type de vaccin-là induit une grosse production d'anticorps d'un côté, mais aussi stimule la réponse immunitaire qu'on considère comme innée, c'est-à-dire stimule la production d'interférons. L'interféron, c'est une molécule que le corps sécrète normalement en réaction à la venue de cellules cancéreuses ou de cellules infectées par un virus. Alors, ce vaccin ARN-là stimule la production d'interférons. C'est bon en général, mais quand, c'est comme on a dit tantôt, quand on a trop d'interférons, ça peut devenir néfaste. Et il y a la préoccupation qu'on pourrait développer des maladies auto-immunes avec un tel type de vaccin. C'est une précaution, c'est quelque chose qui reste théorique à l'heure actuelle. Ça n'a jamais été démontré. Mais c'est une préoccupation de certains chercheurs. Il va falloir documenter que ce n'est pas le cas. Merci, Dr. Turgeon. Je pense que ça fait le tour, M. Beaumont, des questions. J'ai eu plusieurs questions. Merci beaucoup, Dr. Boivin, Dr. Turgeon. Merci également à notre président directeur général, M. Beaumont, pour votre présentation. Je pense que tous les gens qui sont sûrement à l'écoute sont fiers du CHU de Québec Université Laval. Un, pour ce qu'il fait dans les soins directs cliniques, mais aussi toute la recherche pour les soins de demain, là, pour contrer des pandémies comme celle qu'on vit actuellement. Puis je pense que mon dernier mot, c'est de voir aussi l'effet que le CHU de Québec travaille avec l'ensemble d'autres plateformes au niveau planétaire. Ça, c'est extraordinaire de voir ça. C'est un partage de sciences extraordinaire que je pense c'est voué à sûrement des grands succès. Merci beaucoup. Moi, ça terminerait notre soirée en remerciant tout le monde de votre présence. On vous l'a dit, les présentations, je pense, Dr. Turgeon, Dr. Boivin, vous aviez un accord de laisser les présentations disponibles sur notre site du CHU de Québec YouTube. Vous avez déjà dans le chat l'adresse. Le lien directement pour y accéder. Sinon, c'est très facile sur YouTube CHU de Québec. Monsieur Bégin également, merci pour votre présentation. Monsieur Beaumont, je vous laisserai un petit mot peut-être pour vos équipes qui ont travaillé très fort depuis toute la dernière année dans les excellents résultats qu'on a vus là, malgré la pandémie, là, de tout le travail qui est fait au CHU de Québec Université Laval pour prendre soin de nos gens finalement, nos gens internes, mais aussi nos patients. Oui, absolument. Ben, écoutez, merci, M. Bédard, pour ça, de me donner ce privilège-là. Mais je vous rappelle que dans le quotidien, on essaie toute la gang, cette grande communauté-là du CHU, que ce soit nos médecins, nos intervenants, les membres de conseil, de vivre au rythme des valeurs du CHU. C'est important de se rappeler ces valeurs-là, des valeurs d'humanisme. Et on a eu encore des preuves ce soir, des valeurs d'innovation, des valeurs d'excellence et des valeurs vraiment de collaboration. Donc, j'espère que vous le voyez au quotidien. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, c'est guidé par ces valeurs-là, puis c'est ça qui nous gouverne, puis qui va nous emmener aussi encore plus loin comme établissement. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et vraiment, votre présence ce soir a été grandement appréciée et c'est extrêmement valorisant de faire partie de la grande communauté du CHU de Québec. Et moi, j'en suis très fier. Donc, merci beaucoup, M. Bédard. Merci, M. Beaumont, encore tout le monde, à tous et toutes qui êtes présents. Merci. Vous avez accès à l'information sur notre site ou encore sur le YouTube du CHU de Québec Université Laval. Oui, M. Bédard, j'ai oublié un remerciement important. Vous m'excuserez. Vous savez, préparer tout ça, là, ça prend un support. Hein, puis j'ai oublié là, vraiment M. Gélina qui doit être sur la plateforme. Là, il nous a tout organisé ça. Il a supporté la préparation des présentations. Donc, il ne faut pas passer ça sous silence. Donc, merci, M. Gélina.
Merci beaucoup encore. Merci à tous et toutes. Et sur ça, je pense qu'on va libérer tout le monde. Merci, M. Beaumont. Merci encore à tous et toutes. Bonne fin de soirée.